Si tu m'avais demandé, il y a des années, ce que je voulais dans la vie, ce n'était pas ça. Je m'appelle Gavin Turner. À 32 ans, j'avais une vie construite sur les rêves de quelqu'un d'autre. Autrefois, j'ai chassé comme des lucioles la musique qui sortait de moi, qui illuminait mes veines et donnait un sens à mes longues nuits agitées, qui étaient enfouies sous des piles de relevés bancaires et de rapports trimestriels. Je n'avais pas grandi en m'imaginant dans une tour de verre en train de faire des calculs, vendant mes heures à des clients qui oublieraient mon nom dès qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient. J'ai grandi en rêvant de scène, de guitare en bandoulière, de foule se balançant sous la faible brume des lumières de la scène, tandis que je me perdais dans les accords et le chaos. Je rêvais de vivre une vie qui me paraissait vivante. Mais la vie, la vraie vie, disait-il, n'était pas construite sur les guitares et les nuits tardives. Elle reposait sur la stabilité, sur les revenus, sur des projets. Clarissa me regardait avec ses yeux brillants et orageux et me disait « Je crois en ta passion, Gavin. » À l'époque où nous étions plus jeunes, à l'époque où les promesses avaient le goût du sucre et ressemblaient à la liberté. Mais après l'échange des bagues et le séchage de l'encre sur l'acte de mariage, le ton a changé. C'était subtil au début, un froncement de sourcils quand j'ai mentionné une soirée micro ouvert. Un sourire crispé quand je passais trop de temps à bricoler ma guitare le soir. Puis vinrent les discussions. « Nous ne sommes plus des enfants, dit-elle un jour, debout près de la fenêtre de notre petit appartement, les bras croisés, sa silhouette découpée par le soleil couchant. Nous avons des responsabilités, un mot tellement lourd pour un rêveur comme moi. Mais je la voulais, je nous voulais, je voulais être l'homme qui pourrait lui donner la vie qu'elle méritait. J'ai donc échangé mes chaînes contre des feuilles de calcul. J'ai rangé les parties sauvages et désordonnées de moi-même qui ne cadraient pas parfaitement avec son monde de brunchs organisés, de fêtes de fin d'année et de plans financiers sur 5 ans. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je souriais assez largement, si je gagnais assez d'argent, je pourrais acheter mon chemin vers le cœur de l'avenir qu'elle envisageait. Je pensais que l'amour était une question de sacrifice. Je n'avais pas réalisé que j'étais le seul à sacrifier la famille de Clarissa. Dolores, Richard et Mallory m'ont accueilli comme un musée accueillerait un chat errant. Des sourires, des voix tendues, dégoulinantes de politesse, si douces que j'en avais mal aux dents. Ils admiraient mes costumes, pas mon esprit. Ils ont loué mes promotions, pas ma persévérance. Je n'étais pas un gendre, j'étais un complice. Une case cochée, un autre élément de leur vie méticuleusement structuré. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Je pensais que si je continuais à me montrer, à fournir, à adoucir les aspérités de qui j'étais, ils me verraient vraiment, peut-être même m'aimeraient ou au moins me respecteraient. Mais chaque année qui passait, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la vérité. Clarissa ne me tenait plus la main pendant le voyage. Elle me tirait derrière elle comme un bagage têtu, utile seulement pour le poids que je portais. C'était dans la façon dont elle me parlait, toujours un peu plus tranchante lorsque sa mère était dans la pièce. C'était la façon dont Dolores et Richard riaient quand je disais quelque chose qui ne correspondait pas à leur récit parfait. C'était dans la façon dont Mallory me regardait à peine, comme si le simple fait de reconnaître ma présence était une corvée. Et pourtant je suis resté. Je suis resté parce que c'est ce que fait l'amour. Il dure, il pardonne, il croit. C'est en tout cas ce que je me suis dit, jusqu'au jour où ils m'ont laissé derrière eux sans hésiter. Je me souviens d'être resté près de la fenêtre avant et d'avoir regardé leur SUV noir sortir de l'allée. Le soleil du matin scintillant sur le chrome poli. Clarissa sur le siège avant, son rire résonnant faiblement à travers la vitre fermée. Dolores ajustant ses lunettes de soleil. Richard aboie des ordres dans son téléphone. Mallory feuilletant un magazine de voyage sur papier glacé. Ses cheveux blonds brillaient comme un halo. Aucun d'eux ne se retourna vers la maison. Pour moi, j'étais juste le bruit de fond, l'espace réservé sur les stables chargé de maintenir leur monde ensemble pendant qu'ils couraient après les couchers de soleil à Hawaï. Et Sophie par Sophie laissée derrière, elle comme un meuble trop encombrant à emporter. Clarissa m'avait embrassé la joue de manière froide et m'avait dit « Ça ne te dérange pas de rester avec elle, d'accord ? C'est juste pour une semaine. Tu es doué pour ces choses-là. Bon pour ces choses-là. » Comme si j'étais l'employé. Aider, comme rester avec une fille silencieuse et brisée, était mon devoir en tant que personne qui n'avait pas besoin de vacances. Il n'y a même pas eu de remerciement. Alors que les feux arrière disparaissaient sur la route, la maison tomba dans un silence caverneux. J'ai appuyé mon front contre le verre frais, laissant échapper une lente inspiration. C'était drôle d'une certaine manière, tous mes sacrifices,
toutes les heures passées à broyer mon âme pour s'intégrer dans leur monde brillant et raffiné, et quand le moment est venu de chasser la joie, de profiter de la vie que j'ai contribué à construire, ils m'ont laissé derrière eux sans hésiter. Je n'étais pas un partenaire, j'étais un outil. Je me suis détourné de la fenêtre, la douleur profonde et vive en moi. Le parfum de Clarissa flottait toujours dans l'air, un parfum floral coûteux qui me serrait la poitrine. Je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé pour la première fois depuis longtemps. J'ai laissé cette pensée s'infiltrer pleinement, brutalement. Peut-être avais-je fait une erreur. Peut-être que la vie que j'avais construite n'était pas du tout la mienne et peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard pour la reprendre. La famille de Clarissa n'était pas une famille comme j'avais imaginé qu'elle devrait l'être. C'était une forteresse, des murs de pierre, de hautes portes et des douves remplies de jugements silencieux. Dolores, la matriarche, la gouvernait d'une main de fer délicate, souriant toujours gentiment lorsqu'elle vous abattait. Richard. Son mari n'était guère mieux, un homme qui mesurait les autres à l'aune de la taille de leur compte bancaire et de la qualité de leur costume. Mallory, la sœur cadette de Clarissa, reflétait leur froideur, même si elle portait la sienne comme une veste de créateur, à la mode, sans effort et totalement sans cœur. Et puis il y avait Sophie. Sophie, la fille de Mallory, parlait à peine, bougeait à peine, âgée de 14 ans et confinée dans un lit. Dans l'aile de la maison tentaculaire, son monde se rétrécissant aux quatre coins d'une pièce faiblement éclairée. Ils ont dit qu'elle était tombée malade quand elle avait 10 ans, une maladie mystérieuse et sans nom qui l'avait laissée faible et clouée au lit. Dolores parlait d'elle comme d'une histoire tragique. Elle restait polie pour les points de sympathie lors de ses déjeuners de charité. Mallory posait avec Sophie et des photos de vacances souriantes astucieusement disposées pour cacher le teint pâle de la jeune fille et le regard vide dans ses yeux. Richard, quand il en parlait, la traitait de la pauvre, comme si elle était un inconvénient lointain. Pour moi, elle était la seule véritable âme dans cette maison froide et caverneuse. Je m'asseyais souvent à son chevet pendant que Clarissa et les autres s'affairaient à organiser des collectes de fonds et des garden parties. Je lui parlais de choses simples, de la musique météo que je jouais, de choses drôles que je voyais aux informations. Elle répondait rarement, se contentant de cligner de ses yeux écarquillés et fatigués au plafond. Mais de temps en temps j'entendais une étincelle, un tic au coin de sa bouche, un regard qui s'attardait une seconde de trop. Signe que quelque part derrière le frêle masque, Sophie était toujours là. Dolores n'a jamais aimé que je passe trop de temps avec Sophie, tu n'es pas formée pour ce genre de soins, reniflait-elle, comme si la conversation était une drogue dangereuse. Richard se plaignait des limites et des rôles, précisant clairement que, pour eux, je n'étais utile que lorsque je restais invisible et Clarissa. Clarissa ne faisait même plus semblant. Sophie n'était pas son affaire, elle était la responsabilité de Mallory, un fardeau malheureux. Clarissa était trop importante, trop occupée pour s'en préoccuper. Quand Clarissa m'a demandé de rester sur place et de veiller sur Sophie pendant qu'il s'envolait pour Hawaï, ce n'était pas une faveur, ce n'était même pas une demande, c'était un ordre enveloppé de fausse gratitude. « Tu es si fiable », avait dit Clarissa, sa voix chérie, douce mais creuse. « Tu es parfait pour ça, parfait pour être laissé pour compte, parfait pour nettoyer après la vie qu'il ne voulait pas voir quand il sirotait des cocktails sur la plage. » Je n'ai pas discuté, je n'ai pas protesté. À quoi cela aurait-il servi? Dans l'esprit de Clarissa, et certainement chez Dolores et Richard, mon rôle était déjà cimenté. J'étais le gardien, le garçon errant, le fidèle qui souriait et hochait la tête et rendait leur monde parfait plus facile. Le lendemain de leur départ, la maison s'est sentie plus grande. Ed ouvre la porte, la vue familière m'a rencontré. Sophie recroquevillée sous sa fine couverture, son visage tourné vers la fenêtre, son corps, si encore qu'elle aurait pu être en porcelaine. J'ai posé le plateau, tirant doucement une chaise à côté de son lit. « Bonjour, Sophie », dis-je en gardant ma voix douce, comme on le ferait avec un animal capricieux. Je t'ai préparé des tranches de flocons d'avoine et de pommes. Je pensais que tu aimerais peut-être quelque chose de frais. Aucune réponse. Je soupirai et me penchai en arrière, sentant la vieille frustration vaciller dans ma poitrine. Pas contre elle, jamais contre elle, face à la situation, à la cruauté de tout cela. À l'extérieur, le monde continuait son cours normal, vibrant, désordonné, et à l'intérieur de cette pièce, une jeune vie se fanait sous de lourds rideaux de velours, dans le bourdonnement constant d'un moniteur médical. J'ai pensé aux conférences de Dolores, au ricanement de Richard, au baiser vide de Clarissa et au silence plus froid, et j'ai réalisé que c'était comme ça qu'il le voulait.
Sophie m'a piégé, castré, tout le monde a été soigneusement rangé dans des rouleaux qui ont servi la forteresse. Je passais une main sur mon visage, la barbe grattant ma paume. Comment étais-je arrivé ici? Comment étais-je passé d'un homme qui rêvait de musique et de couleurs à quelqu'un qui était simplement reconnaissant d'être toléré? Un coup à la porte a brisé mes pensées. C'était Maria, la gouvernante, qui se glissait avec des draps frais. Elle m'a fait un petit sourire serré, le genre de sourire qu'on arborait quand la survie dépendait du silence. « Monsieur Turner » dit-elle poliment en faisant un signe de tête à Sophie. « Tout va bien. » J'ai hoché la tête en retour, me forçant à sourire. « Ouais, merci, Maria. » Elle s'attarda une demi-seconde, plus longtemps que nécessaire, ses yeux se tournant vers Sophie avec quelque chose comme de la pitié. Puis elle se tourna et disparut dans le couloir, la porte se refermant doucement derrière elle. Je me suis retourné vers Sophie, vers la fille que personne ne voyait plus vraiment. « Tu n'es pas seule, dis-je doucement, pas même sûr qu'elle puisse m'entendre. Je sais que c'est comme ça, mais ce n'est pas le cas. » Sa main se contracta alors si légèrement que je faillis le rater. L'espoir, insensé et fragile, remua dans ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait plus chez Sophie que ce qu'il voulait me faire croire. Peut-être qu'il y avait plus dans cette vie que la prison qu'ils avaient construite pour nous deux. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, et j'ai attendu, ni la permission, ni l'approbation. J'ai attendu le moment où Sophie me montrerait enfin qui elle était vraiment, et au fond de moi, je savais que j'attendais aussi le moment où ma propre vie recommencerait. La maison était d'un calme troublant après leur départ. Même l'horloge du grand-père dans le hall semblait hésitante à sonner, comme si elle aussi avait compris que quelque chose avait changé. J'ai déambulé dans les pièces en me sentant comme un fantôme hantant un manoir auquel je n'appartenais plus. Pas de Clarissa qui aboie entre deux gorgées de jus vert. Pas de Dolores qui s'agite avec suffisance. Non, le rire retentissant et satisfait de Richard remplissant tous les espaces vides. Juste moi et Sophie. J'ai apporté un verre d'eau fraîche dans sa chambre, un livre caché sous le bras. Je pensais que je lui lirais pendant un moment, n'importe quoi pour rendre la journée un peu plus facile. Je ne savais pas si cela lui plaisait, si elle entendait même la moitié de ce que je disais, mais cela me semblait juste de lui offrir quelque chose de plus que le silence. Elle méritait mieux que d'être traitée comme un meuble oublié. La porte grinça lorsque je la poussai. La faible lumière à l'intérieur peignait tout en gris doux. Sophie était allongée dans son lit exactement comme je l'avais laissé, sa petite silhouette engloutie par le grand matelas, ses bras mous le long de son corps. Son visage était pâle, presque translucide, comme une poupée de porcelaine laissée trop longtemps dans le noir. J'ai déposé soigneusement l'eau sur la table de nuit et j'ai ajusté les oreillers derrière sa tête. C'était désormais une routine familière. Soulever doucement, soutenir son poids, s'assurer qu'elle reste à l'aise. J'ai murmuré de petites assurances par habitude, sans attendre de réponse. Mais alors, juste au moment où j'étais sur le point de retirer mes mains, Sophie bougea. Ce n'était pas un tic ou un spasme, c'était délibéré. Ses bras poussaient contre le matelas, ses jambes balançaient sur le côté du lit, et avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, elle était assise, les pieds droits, balançant son corps, tremblante légèrement, mais indéniablement vivante. J'ai trébuché, j'ai failli renverser le verre d'eau. Sophie. J'ai halté. Elle leva la tête et me regarda, pas au-delà de moi, pas à travers moi. À moi. Ses yeux, autrefois ternes et flous, étaient perçants, maintenant brillants. Terrifiés, oui, mais vivants, avec quelque chose de féroce et de déterminé. Sa voix, quand elle arriva, était sèche et rauque, mais pleine de détermination. Ils veulent mes 10 millions de dollars. Elle a dit, s'il te plaît, aide-moi. Le monde a basculé. J'ai agrippé le bord de la table de nuit pour me stabiliser, les mots résonnant dans mon crâne. 10 millions de dollars, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passait? Je l'ai regardé, la bouche ouverte et fermée comme un imbécile, essayant de lui donner un sens. Pendant des années, il l'avait présenté comme cet enfant brisé, sans défense, trop faible même pour s'asseoir, une chose fragile nécessitant une surveillance constante et une pitié sans fin. Et maintenant, elle était là, vivante, alerte et demandant de l'aide avec plus de clarté que ce que j'avais entendu de la part de quiconque dans cette maison depuis des années. Quoi? J'ai finalement balbutié. Sophie jeta un coup d'œil vers la porte, ses petites mains serrées en poing sur la couverture. « Il ne se soucie pas de moi ?» dit-elle. « Il se soucie du fonds en fiducie que mon grand-père m'a laissé. Ils le veulent. Ils me gardent comme ça pour pouvoir le contrôler,
me contrôler. Je m'assis lourdement sur la chaise près de son lit, mon cœur battant douloureusement dans ma poitrine. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ressemblait à l'intrigue d'un film tordu, pas à la vie tranquille et monotone que j'avais vécue jour après jour. Mais là encore, n'y avait-il pas toujours eu quelque chose qui clochait? La façon dont Dolores planait, toujours agitée mais jamais réconfortante. La façon dont Richard parlait de Sophie comme d'un fardeau. La façon dont Mallory souriait trop brillamment en public et disparaissait à la maison. La façon dont Clarissa traitait le fait de prendre soin de sa nièce comme une faveur dont elle était trop belle pour être chargée et moi laissé derrière, suffisamment en confiance pour veiller sur une fille qu'il pensait trop droguée et trop faible pour faire autre chose que mentir. Pourtant, je regardais Sophie, je la regardais vraiment. Elle tremblait sous l'effort de s'asseoir, ses bras maigres tendus par les mouvements errants. Mais il y avait un feu dans ses yeux, une volonté farouche et désespérée de survivre qu'aucun sédatif ne pouvait étouffer. « Depuis combien de temps es-tu comme ça » ai-je demandé doucement. « Plus d'1 an, murmura-t-elle, devenant peu à peu plus forte. Mais s'il savait, s'il le découvrait, sa voix se brisait et elle déglutit difficilement. Ils font quelque chose de pire. Mes poings se serrèrent, la colère, froide et lourde, me tira au ventre. Ces gens, ces monstres l'avaient gardé emprisonné dans son propre corps pendant des années. Tout ça pour de l'argent. Ils l'ont fait défiler pour obtenir de la sympathie et des dons de charité, ont chuchoté à huis clos à propos de la pauvre et douce Sophie. Alors qu'ils complotaient pour lui voler son avenir, et j'en avais fait partie, sans le savoir. Mais quand même, je me suis penché en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure féroce. « Je te crois, dis-je, et je t'aiderai. Je le jure. » Pour la première fois, le moindre sourire effleura les lèvres de Sophie. Ce n'était pas du bonheur, c'était du soulagement, une entente partagée entre 2 prisonniers qui avaient enfin trouvé un plan d'évasion. Mais alors même que je faisais cette promesse, une question sombre se posait au fond de mon esprit. Que nous ferait-il à tous les deux s'il découvrait que je l'avais repoussé? Je le découvrirais plus tard. Pour le moment, il n'y avait qu'une seule vérité qui comptait. Sophie était en vie, elle avait besoin de moi, et Jean avait fini d'être l'homme qui restait là pendant que Evil arborait un sourire poli. J'ai tendu la main et j'ai pris sa main tremblante et la mienne, en la serrant doucement. « Nous allons vous sortir de là, dis-je. Je ne sais pas encore comment, mais je promets que nous le ferons. » Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose remuer dans ma poitrine. Ni peur, ni résignation. L'espoir, une chose dangereuse et précieuse. Et je savais que je n'allais pas seulement la sauver, elle me sauvait aussi. Les paroles de Sophie ont résonné dans mon esprit longtemps après que la pièce soit devenue silencieuse. Ils veulent mes 10 millions de dollars. La vérité bourdonnait dans l'air autour de moi, vibrant contre chaque mur, heurtant tout ce que je pensais savoir. J'étais assis là à la regarder, cette fille que j'avais affrontée pendant si longtemps, réalisant qu'elle n'était pas la chose brisée et impuissante qu'ils avaient fait d'elle. Elle était forte, incroyablement forte, et elle le cachait, attendant quelqu'un qui pourrait la voir, quelqu'un qui pourrait l'aider. J'étais ce quelqu'un. Avec précaution, j'ai fermé la porte, comme si même le creux d'une charnière pouvait nous trahir. Sophie m'observait avec de grands yeux fatigués, comme un animal acculé, ne sachant pas si elle pouvait faire confiance à la main qui lui était offerte. Je traversai la pièce et me rassis plus près cette fois, en baissant la voix pour murmurer. « Dis-moi tout. » J'ai tout dit. « Non ?» Se retenant, Sophie hocha la tête, les mains tremblant légèrement. Sur ses genoux, elle replaça une mèche de cheveux mous derrière son oreille et prit une inspiration tremblante avant de commencer à parler. « Mon grand-père, mon vrai grand-père, pas Richard, il était la seule personne qui se souciait de moi, » a-t-elle dit d'une voix rauque. « Quand il est mort, il m'a laissé un fonds en fiducie, 10 millions de dollars mis de côté jusqu'à mes 18 ans. À gérer avec soin, a-t-elle poursuivi, uniquement pour les urgences, les soins de santé, l'éducation. Grand-père ne faisait pas confiance à Mallory, à Dolores ou à Richard. Il ne faisait confiance à personne sauf à l'avocat qu'il avait désigné. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Sophie a serré les poings sur ses genoux, ses jointures sont devenues blanches. Je suis devenu incapable de façon permanente et le tribunal a accordé la tutelle temporaire à Dolores sur ma confiance. Dans des circonstances particulières, J'ai failli m'étouffer avec ces mots. Il me drogue, dit Sophie, la voix brisée. Pas assez pour me tuer, juste assez pour me rendre docile, confus, fatigué tout le temps.
Ils ont dit à tout le monde que c'était ma maladie. Elle rit amèrement. Un son creux et brisé. Il n'y a pas de maladie. La colère en moi n'était plus seulement un feu maintenant. C'était un enfer rugissant. J'ai repensé à chaque mot lent et flou de Sophie, à chaque regard vide, à chaque mouvement mou. Et maintenant je le voyais tel qu'il était. Ni maladie, ni faiblesse. Une prison qu'ils construisent avec des pilules, des aiguilles et des mensonges. Et le pire, murmura-t-elle. Ils en parlent ici même, dans cette maison. Ils pensent que je suis allé trop loin pour comprendre, mais je les entends. J'entends tout. Je me rapproche. Pourquoi maintenant? Pourquoi me faire confiance? Sophie m'a regardé un long moment, mesurant le poids de ma question, le risque de sa réponse. Quand elle parla finalement, sa voix était calme, mais certaine. Parce que tu es le seul qui ne voit pas comme une menace. Elle a dit, ils pensent que tu es faible, inutile, jetable. J'ai bronché devant la vérité, mais j'ai hoché la tête. Elle n'avait pas tort. Ils ne me craignaient pas, ils me remarquaient à peine. Et c'était exactement pourquoi j'avais un avantage. Ils n'avaient pas pris en compte depuis combien de temps fais-tu semblant. J'ai demandé, 1 an, dit-elle. Ça a commencé petit. J'ai arrêté de prendre tous les comprimés qu'on me donnait, je les ai cachés sous ma langue, je les ai recrachés quand personne ne regardait. J'ai recommencé à bouger mes doigts, puis mes bras. J'ai repris mes forces petit à petit, mais je ne les ai jamais laissés le voir. Ses mains se sont à nouveau serrées. J'attendais le bon moment. J'attendais quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai tendu la main à travers l'espace entre nous et j'ai pris doucement sa main dans la mienne. Tu n'es pas seul, nous allons arranger ça. Pour la première fois, de vraies larmes ont rempli les yeux de Sophie et elle a fait un petit signe de tête tremblant. Nous sommes restés assis là dans un lourd silence. Nous connaissions tous les deux le danger qui nous entourait maintenant. Étaient impliqués, je ne voulais pas penser à ce qu'ils allaient faire. J'ai serré une fois la main de Sophie, nous ancrant fermement, elle et moi, à la décision que nous venions de prendre, sans même la dire à voix haute. Nous allions riposter demain, dis-je doucement. Demain, eh bien, commencez à planifier. Mais pour ce soir, nous gardons tout normal. Nous ne leur donnons aucune raison de se méfier. Sophie hocha la tête, d'accord. Je me levai à nouveau en tirant doucement les couvertures sur elle. Si quelqu'un entrait, il ne verrait qu'une jeune fille fragile et alitée et un beau mari inutile qui planait à proximité. Il verrait ce qu'il s'attendait à voir. C'était désormais notre plus grande arme, leur arrogance. Je me dirigeai vers la porte, m'arrêtant juste avant de l'ouvrir. « Sophie, dis-je en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, je suis fier de toi, je suis fier que tu t'es battue et je te promets que ça se terminera avec ta liberté. » Ses yeux brillaient, mais elle sourit, un vrai sourire cette fois, petit mais provoquant. Et pour la première fois depuis des années, l'espoir ne semblait plus être un mensonge. C'était comme un cri de guerre. Nous n'avons pas perdu de temps dès que le soleil a traversé les rideaux. Le lendemain matin, Sophie et moi nous sommes mis au travail. Avançant prudemment, méthodiquement, comme des soldats, nous préparant à une guerre dont personne ne pouvait prévoir l'arrivée. Chaque étape devait être cachée sous des couches de normalité. Si Dolores ou Richard sentaient ne serait-ce qu'une odeur de ce que nous faisions, ce serait fini. Nous avons d'abord abordé la surveillance. Je suis allé en ville sous prétexte d'avoir besoin de provisions et de fournitures, une course assez normale pour un homme censé étamer une fille malade. Mais au lieu de juste du lait et du pain, j'ai récupéré de minuscules caméras de sécurité, des enregistreurs à commande vocale et quelques téléphones à graveur dans un magasin d'électronique crasseux coincé entre un prêteur sur gage et un magasin de vapotage. L'employé a à peine levé les yeux pendant que je payais en espèces, ce qui me convenait très bien. De retour à la maison, Sophie et moi avons travaillé rapidement, choisissant nos emplacements avec précision. Une petite caméra cachée dans une bouteille de vin dans le bureau de Dolores et Richard à l'étage. Un deuxième caché derrière une pile de livres sur l'immense étagère faisant face au lourd bureau en chêne où ils menaient leur conversation chuchotée. Un autre niché sous le rebord d'un meuble de cuisine, parfaitement incliné pour capter les réunions quotidiennes qu'ils tenaient autour d'un café, bavardant et intrigant, comme si Sophie n'était pas allongée à quelques portes de là. C'était étrange à quel point c'était facile, à quel point je devenais habitué à la tromperie une fois que j'en comprenais les enjeux. Vint ensuite l'audio. Nous avons placé de minuscules enregistreurs à l'intérieur de fausses plantes en pot nichées entre de fausses feuilles poussiéreuses. Un autre dans un dictionnaire évidé que personne n'avait touché depuis des décennies. Sophie, malgré les conséquences que cela a eues sur son corps encore en convalescence, a insisté pour l'aider.
Ses mains tremblaient alors qu'elle enfonçait l'un des enregistreurs dans une fissure de la plainte derrière le bureau de Dolores, mais elle serra les dents et le fit quand même. « Je dois le faire, dit-elle, croisant mon regard inquiet. S'ils te trouvent au milieu de tout ça, ils t'enterreront. Nous le faisons ensemble. » Il y avait de l'acier dans sa voix et pour la première fois, je vis non seulement une survivante mais une combattante. Nous avons également mis en place un système de communication privée. Les téléphones à graveur étaient programmés avec un seul numéro les uns par rapport aux autres. Pas de SMS, appel seulement en cas d'absolue nécessité, et jamais deux fois du même endroit. Sophie a caché le sien dans un ours en peluche évidé sur sa commode. J'ai gardé le mien collé sous le cadre du siège passager de ma voiture. Au fil des jours, nous nous déplacions comme des ombres dans la maison, en prenant soin de ne pas perturber la surface de l'illusion que la famille s'attendait à voir. J'ai servi les repas de Sophie, ajusté ses oreillers, lui, et fait la lecture lorsque Maria passait devant la porte. Nous murmurions des plans derrière des rideaux fermés et brûlions nos notes manuscrites après chaque conversation, regardant les cendres tourbillonner dans la cheminée comme des promesses silencieuses. Il nous fallait plus que des ragots et de vagues accusations. Nous avions besoin de preuves concrètes et accablantes qu'aucun avocat ne pourrait adoucir, qu'aucun publiciste ne pourrait manipuler. Alors nous avons écouté et lentement la vérité a commencé à sortir des murs. Un soir, caché dans ma chambre, j'ai repassé l'enregistrement de la caméra de ventilation. Dès qu'elle aura 18 ans, ce sera le nôtre. La voix de Dolores ronronnait d'avidité. Nous aurons accès à tout. Richard a ajouté la fiducie, les propriétés. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer qu'elle reste malade un peu plus longtemps, de la garder tranquille et conforme à ce que l'avocat continue de fouiner. La voix de Mallory résonnait dans celle que grand-père aimait. Nous devons nous assurer qu'elle ne parle à personne à l'extérieur. Pas de visiteurs, pas de changement. Et puis Clarissa, ma propre femme, froide et calculatrice, ajoutant en riant, si son état s'aggrave par accident, eh bien, c'est un risque que nous sommes prêts à prendre. Je restais assis là, dans le noir, la bile montant dans ma gorge. Là, tout a été exposé de leur propre voix. Complot, abus, fraude, tentative de meurtre. Même si vous louchiez, de la bonne manière, nous ne nous contentions plus de rassembler des preuves, nous construisions l'information avec laquelle il se pendrait. Sophie s'est recroquevillée sur le sol à côté de moi, a écouté dans un silence sinistre la fin de l'enregistrement, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle m'a simplement regardé et m'a dit « Nous devons aller plus vite ». Et elle avait raison. Nous avons ensuite appelé l'avocate de la fiducie, Mademoiselle Helena Brox, celle que le grand-père de Sophie avait nommée il y a toutes ces années. Bien sûr, nous n'avons pas utilisé nos vrais téléphones. J'ai parcouru 3 villes en voiture, j'ai trouvé un vieux téléphone public crasseux devant une laverie automatique et j'ai composé son numéro. Helena a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix aiguë et professionnelle. Je me suis présenté, expliquant en termes prudents que je contactais Sophie Turner et qu'il y avait des preuves urgentes qu'elle avait besoin de voir. Au début, elle était sceptique. Des années à traiter avec Dolores et Richard l'avaient rendue méfiante. Mais lorsque j'ai mentionné une clause spécifique du trust que Sophie m'avait murmurée au milieu de la nuit, mémorisée dans une lettre écrite par son grand-père, le ton d'Helena a changé. « Vous en avez la preuve ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Et nous sommes prêts à agir, mais nous avons besoin d'aide. » Il y a eu une pause si longue que j'ai cru que la ligne était coupée. Puis Helena a dit « Je serai là dans une semaine. » Une semaine, 7 jours pour rassembler chaque bribe de preuve afin de monter un dossier incassable. 7 jours pour démolir une forteresse en construction depuis des années. Nous avons mis fin à l'appel. Je suis resté longtemps sous la lumière vacillante de la laverie, respirant l'odeur du détergent et de la poussière, laissant le poids de ce que nous faisions s'installer dans ma poitrine. Puis je suis rentré chez moi. Sophie attendait près de la fenêtre quand je revins, sa petite silhouette se dessinant à peine dans l'obscurité. Elle n'a pas parlé. Elle n'était pas obligée. J'ai hoché la tête une fois que nous étions tous entrés et que l'horloge venait juste de commencer à tourner. Les jours qui suivirent se brouillèrent, une course vertigineuse contre une horloge que nous ne pouvions plus voir, mais que nous pouvions sentir, dont le tic-tac s'accélérait et se faisait plus fort à chaque heure qui passait. Clarissa et sa famille étaient toujours à Hawaï, affichant leur sourire soigné devant l'appareil photo, lançant des signes de paix devant les vagues turquoises, les bras enroulés l'un autour de l'autre comme le portrait parfait du bonheur. Chaque nouvelle photo qu'ils publiaient était comme une insulte tordue. La légende, famille, surtout,
défilaient sous les images de personnes qui avaient systématiquement détruit l'un des leurs. J'ai parcouru leurs messages tard dans la nuit, étudiant les détails, comme un détective étudierait une scène de crime. Qui était en arrière-plan? Ont-ils été distraits? Étaient-ils suspects? Et pourtant rien. Leur sourire était toujours réel, leur boisson toujours colorée, leur trahison toujours parfaitement ignorante de la tempête qui se préparait en leur absence. Pendant ce temps, Sophie et moi nous déplacions comme des soldats sur le terrain ennemi. Nous passions nos matinées à recouper les relevés bancaires auxquels nous avions réussi à accéder à partir d'anciens dossiers cachés dans le bureau de Richard. Des dossiers médicaux falsifiés, des listes de traitements inexistants et des factures d'hôpital gonflées ont été photographiées et sauvegardées sur des disques cachés. Les reçus de transfert pour les dépenses privées siphonnés discrètement du compte en fiducie de Sophie, vacances, vêtements de marque, chirurgies esthétiques, empilés plus haut que je ne pouvais le supporter. Les preuves n'étaient plus seulement solides, elles étaient accablantes. Chaque nuit, nous vérifions les caméras, examinions les enregistrements, trions chaque fragment de conversation capté en audio, chaque mensonge, chaque stratagème, chaque murmure insouciant qu'il pensait que personne ne pouvait entendre. Et pourtant, malgré nos progrès, un courant de peur m'attirait toujours constamment, un orteil invisible. Je le voyais aussi chez Sophie, la façon dont ses épaules se raidissaient à chaque ruisseau inattendu de la maison. La façon dont ses yeux se tournaient vers la porte d'entrée chaque fois que Maria frappait trop fort pour livrer des draps ou des repas propres. À cause de la façon dont elle dormait à peine, son corps était serré, même dans ses rêves. Nous étions si proches de la libérer, si proches de les démolir. Et puis Dolores a appelé. C'était un jeudi après-midi, nuageux et froid. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer les comptoirs, une autre petite performance pour les caméras de sécurité que je savais que Dolores et Richard examineraient. À leur retour, mon téléphone sonna brusquement contre le comptoir en marbre. J'ai baissé les yeux et je me suis figé, c'était Dolores. Mon cœur cognait contre mes côtes. Je répondis avec autant de désinvolture que possible, forçant ma voix à adopter un ton joyeux. « Bonjour Dolores, Gavin, dit-elle. » Sa voix était brève et vive. Changement de plan. Nous rentrons tôt. J'ai avalé difficilement. Oh, tout va bien. Il y eut une pause, le léger bruit des vagues et du vent et ce qui aurait pu être l'aboiement de Richard en arrière-plan. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a déclaré Dolores avec dédain. Nous avons simplement décidé que nous préférions rentrer à la maison et nous détendre plutôt que de passer une autre journée à nous occuper des touristes. Nous atterrirons demain soir. Demain soir, mon sang est devenu froid. Nous nous attendions à une autre journée complète, encore 24 heures précieuses pour tout verrouiller et nous assurer qu'Elena avait tout ce dont elle avait besoin. Maintenant, la fenêtre se fermait rapidement. Bien sûr, dis-je d'une voix ferme, par pure volonté. Je vais m'assurer que tout est prêt pour toi. Bien, Dolores, dit, son ton dégoulinant de droit. Je m'attends à ce que la maison soit impeccable et je m'assure que Sophie a l'air présentable si elle est debout. Le médecin vient faire une autre évaluation. J'ai compris, dis-je, et j'ai raccroché avant qu'elle n'entende le craquement dans ma voix. Je me tenais là un instant, agrippant le comptoir, jusqu'à ce que mes jointures s'élargissent, laissant la réalité s'écraser sur moi. Il venait tôt. Nous avions moins de 24 heures. J'ai couru à l'étage, faisant les 2 pas à la fois, et j'ai éclaté dans la chambre de Sophie. Elle était assise près de la fenêtre, des genoux tirés jusqu'à sa poitrine, regardant le ciel gris. Elle se tourna au son de la porte, et un regard sur mon visage lui a tout dit. « Ils reviennent, murmura-t-elle. Demain soir, j'ai confirmé. Nous venons de perdre une journée. » La panique s'est éclatée dans ses yeux. Mais elle a emprunté rapidement, plaçant sa mâchoire de cette manière obstinée et provocante que je commençais à admirer plus que tout. Ensuite, nous nous déplaçons plus vite, a-t-elle dit. Je me suis assis sur le bord de son lit, en train de ratisser une main dans mes cheveux. Nous devons être parfaits, Sophie, chaque document, chaque fichier, chaque enregistrement. Nous devons l'avoir prêt à remettre à Elena au moment où elle franchit la porte, et nous devons agir comme si rien ne soit mal, dit-elle en hochant la tête sombrement. Nous avons passé exactement les 12 heures suivantes dans un rythme effréné et silencieux, copiant des fichiers sur 3 disques de sauvegarde distincts, en cachant un dans la base creux d'une lampe, une autre à l'intérieur d'une vieille boîte de jeux de société, le troisième collé derrière le chauffe-eau au sous-sol. Chaque ferraille de preuve a été numérisée, photographiée, cryptée et cachée par endroits qu'aucun regard décontracté ne trouverait. J'ai entraîné Sophie à travers ce que nous dirions si Dolores ou Richard la remettaient en question.
comment simuler la faiblesse, comment la respirer superficielle, comment hocher la tête au bon moment pour leur faire croire que les médicaments fonctionnaient toujours. Je détestais ça. Je détestais qu'elle devait ramper dans cette prison, même un instant, mais c'était la seule façon de survivre aux 24 heures suivantes, juste un jour de plus. À minuit, nous nous sommes assis ensemble dans la faible lumière de sa chambre, complètement épuisés mais câblés avec de l'adrénaline. À l'extérieur, le vent hurla contre le verre, secouant les fenêtres dans leur cadre. « Pensez-vous que nous le ferons » demanda tranquillement Sophie. Je me tournai vers elle, ne voyant pas la fille fragile qu'il pensait qu'elle était, mais la guerrière qu'elle était devenue. « Nous n'avons pas le choix, ai-je dit. Nous ne survivons plus, Sophie, nous gagnons. » Et au creux de mon intestin, sous la peur et l'épuisement et la colère douloureuse, je l'ai cru. Nous gagnons. Ils ne le savaient tout simplement pas. Encore. La nuit avant leur arrivée était agitée. Le sommeil est entré dans des morceaux cassés glissant à travers mes doigts comme de l'eau. Chaque ruisseau de la maison, chaque rafale de vent contre les fenêtres m'a fait assister à droite au lit, le cœur battant, convaincu qu'ils étaient déjà là, convaincu que nous ferions à court de temps. Lorsque la matinée est finalement arrivée, c'était avec un ciel gris lourd et un air si épais de tension. C'était comme une soupe respirant. Sophie et moi avons traversé la maison une dernière fois, en nous assurant que tout était exactement comme ils l'ont laissé. Pas d'indices, pas de parfum, pas de traces de notre rébellion. Les caméras sont restées cachées, les enregistreurs intacts dans leur petit nid sûr. Ça devait être parfait. En fin d'après-midi, Sophie était de retour dans son lit vêtue d'une des robes de nuit pâle et lavée. Clarissa a insisté pour qu'elle porte la couleur choisie spécifiquement pour souligner sa fragilité supposée. J'ai aidé à organiser ses oreillers, à brosser doucement ses cheveux, même à tamponner un peu d'eau fraîche sur son front pour lui donner une peau légèrement moite à laquelle il s'attendait. « Je déteste ça », chuchota-t-elle en remontant la couverture autour d'elle. « Je sais, dis-je, mais ce n'est qu'un spectacle de plus, puis c'est fini. » Elle a donné un petit signe de tête déterminée. Je me tenais près de la fenêtre en regardant l'allée, comptant les minutes. Mes mains se sont recroquevillées dans les poings serrés sur mes côtés. « Yard !» Elle hocha la tête à nouveau, fermant les yeux, glissant dans le masque. Il s'attendait à voir. Je me dirigeai vers le bas, le cœur martelant contre mes côtes, le visage soigneusement vide. J'ai collé sur le sourire neutre et obéissant qu'il connaissait si bien, celui que j'avais porté pendant des années, sans même réaliser que c'était devenu mon armure. La porte d'entrée a éclaté. Dolores a pris d'assaut au début, ses lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête, une écharpe en soie attachée parfaitement autour de son cou. Richard a suivi, traînant 2 grandes valises derrière lui, aboyant des ordres à propos de quelqu'un qui a besoin de nettoyer la voiture immédiatement. Mallory traînait derrière eux, tapotant son téléphone. Ses lignes de bronzage toujours visibles sous sa robe de soleil trop chère. Et Clarissa, ma femme. Elle est entrée en dernier. Ses cheveux dorés sont ébouriffés astucieusement par la brise de l'île, sa peau brillante. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire suffisant qui s'évaporation au moment où elle m'a vu debout là. J'ai vu le scintillement de la confusion traverser son visage. Quelque chose n'allait pas, quelque chose était différent. Mais elle a repoussé rapidement, riant légèrement alors qu'elle laissait tomber son sac à mes pieds, comme si j'étais laid d'embaucher. « Nous sommes à la maison », a-t-elle annoncé comme s'il s'agissait d'un grand événement. « Bienvenue à nouveau, dis-je uniformément, en écarte afin qu'il puisse me passer dans la maison. » Dolores m'a à peine épargné un coup d'œil alors qu'elle retirait son écharpe et le jetait sur le fauteuil le plus proche. « Est-ce que Sophie est éveillée, a-t-elle exigé de reposer ?» répondais-je en douceur. « Elle a eu une semaine tranquille, Richard grogne. »« Bien, elle doit rester silencieuse. Docteur à venir demain pour réévaluer son cas. » Clarissa a souri froidement à cela, une expression pointue et satisfaite qui a fait penser à l'avenir. Ce n'était pas un rêve. C'était un prix, quelque chose qu'il prévoyait de saisir. Au moment où l'utilité de Sophie s'est épuisée, j'ai gardé la bouche fermée, forçant mes doigts à me détendre à mes côtés. Laissez-les penser qu'ils étaient toujours en contrôle. Dolores se tourna brusquement vers moi. « Eh bien, ne restez pas là, allez vérifier Sophie. »« Bien sûr, dis-je. » Je me suis en train de baisser la tête, en remontant les escaliers. Je n'ai pas regardé en arrière dans la chambre de Sophie. Elle était parfaitement immobile, respirant, lente et peu profonde. Pour un moment terrifiant, elle avait l'air si fragile de manière convaincante, j'ai presque oublié que c'était un acte. Je me suis assis à côté d'elle, chuchotant juste assez fort pour qu'elle puisse entendre. « Ils sont à l'intérieur »
tout se déroule un peu plus longtemps. Elle ouvrit les yeux juste une fissure et m'a donné le plus petit hochement de tête. En bas, la maison a bourdonné de bruit. Dolores criant pour Maria, l'ouverture de Richard et les portes des cabinets qui se plaignent qu'il n'y avait pas assez de vin, de caquettes de Malry des idiots qu'ils avaient rencontrés pendant leur voyage. Et les talons de Clarissa cliquaient brusquement contre le marbre alors qu'elle faisait rythmer le salon, aboyant des instructions sur les bagages, le dîner, les réunions prévues avec l'avocat de la famille. L'Empire rassemblait ses forces. Ils pensaient que ce n'était qu'un autre retour à la forteresse, un autre resserrement de leur emprise dans le monde fragile de Sophie. Ils n'ont pas vu les fissures dans leurs murs. Ils ne savaient pas que les fondations avaient déjà été pourries de l'intérieur. Après une heure d'agitation frénétique et de cris, la maison a commencé à s'installer. Clarissa s'est retirée à l'étage pour déballer. Dolores s'est versé un lourd verre de brandy. Richard a disparu dans son étude. Malry s'est assise au comptoir de la cuisine en faisant défiler son téléphone, marmonnant sous son souffle à propos de l'accord. Je suis resté près de la porte de Sophie, écoutant attentivement, attendant le bon moment. Nous avions les enregistrements, nous avions les documents, nous avons fait arriver à l'avocat demain. Mais nous avions besoin de ce soir pour se dérouler bien. Un mauvais mouvement, un glissement et tout ce que nous avons construit pourrait s'écraser. J'ai vérifié l'horloge, 9 heures jusqu'au matin, 9 heures jusqu'à ce que nous soyons libres. Je me suis assis au chevet de Sophie, la maison grinçant et soupirant autour de nous, et chuchoté dans l'obscurité. Nous sommes presque là, et quelque part au plus profond du silence lourd de cette maison, je l'ai ressenti, la plus petite inclinaison presque imperceptible du destin se déplaçant enfin, heureusement, en notre faveur. Le matin s'est effondré que d'habitude. Le ciel à l'extérieur, un plat, toujours gris, comme même le soleil, retenait son souffle. J'ai à peine dormi. J'ai rythmé la chambre de Sophie longtemps après minuit, écoutant le murmure occasionnel de voix en bas, mon corps trop tendu pour se reposer, mon esprit rejouant chaque résultat possible, toutes les manières qui pouvaient exploser sur nos visages. À 6 heures, j'étais déjà habillé, assis raideur dans le fauteuil par le lit de Sophie pendant qu'elle somnolait en profondeur. Quand le premier coup est venu à la porte d'entrée, un rap dur et délibéré, j'ai sauté sur mes pieds. C'était ça. J'ai pressé la main de Sophie une fois légèrement et quitté sa chambre sans un mot, fermant la porte derrière moi. J'ai pris une respiration au sommet des escaliers, me volant, puis je suis descendu, forçant mon visage dans cette expression neutre et inoffensive qu'ils attendaient tous. Dolores était déjà debout, toujours dans sa robe de soie, serrant une tasse de café dans une main et l'irritation dans l'autre. Qui diable frappe à cette heure? Elle claqua en traversant le hall. Je l'ai battue à la porte, l'ouvrir, juste assez pour révéler Helena Brox debout, tranchant comme un scalpel, dans un costume bleu foncé, une mallette en cuir pendant d'une main. « Mademoiselle Brox » dis-je, écarte. Dolores plissa les yeux avec méfiance. « Qui est-ce » Helena a offert un sourire si mince qu'il aurait pu trancher le verre. L'avocat de la confiance de Sophie Turner, ici pour effectuer une évaluation indépendante. Dolores a hérissé la bouche pour une manifestation, mais Helena la passa comme si elle n'était même pas là, ses talons cliquant rapidement sur le marbre. Quelle évaluation? Nous avons déjà un médecin à venir aujourd'hui. Dolores aboya, traînant après elle. Oui, et je suis sûr qu'il est sur votre paix, dit Helena sans manquer une étape. Je suis ici à la demande de Sophie. Cela a arrêté Dolores Cold. Elle se tourna vers moi, furie clignotant dans ses yeux. J'ai haussé les épaules innocemment. Sophie a demandé son avocat. Je ne pensais pas que c'était mon endroit pour refuser. Dolores a bafouillé, mais Helena se déplaçait déjà vers le salon. Elle a posé sa mallette sur la table basse avec une pensée décisive, rassembler tout le monde. Elle a dit sa voix basse et mortelle. Maintenant, Dolores hésita, puis tourna sur son talon et se précipita, criant pour Clarissa, Richard et Malry. J'exhalai lentement. Le match avait été frappé. Le feu était sur le point de commencer. En quelques minutes, ils ont assemblé groggy mais curieux. Clarissa avait l'air magnifique même dans son état de l'écart, mais il y avait quelque chose de fragile dans son expression maintenant, comme un vase qui avait été tombé trop de fois et était sur le point de craquer. Richard se renfrogna ouvertement, croisant ses bras sur sa poitrine. Malry s'est effondré, faisant semblant de faire défiler sur son téléphone, mais pas vraiment de voir l'écran. Helena a ouvert sa mallette et a méthodiquement présenté des fichiers, des documents et un petit enregistreur numérique. Je suis ici en ce qui concerne la confiance et le bien-être de Sophie Turner,
a-t-elle dit Cooley. Selon les conditions énoncées par le plan successoral initial de son grand-père, j'ai le pouvoir de mener une évaluation imprévue si une préoccupation crédible se pose au sujet de son bien-être. Dolores s'est moquée. C'est ridicule. Elle est soumise à un excellent soin, mieux qu'elle ne le mérite, franchement. Richard grogna d'accord, tandis que Mallory murmura quelque chose dans son souffle à propos des frontières des passants. Helena n'a pas tressailli. J'ai des preuves crédibles, a-t-elle dit, calmement, soulevant un dossier de manie qui suggère le contraire. Le coussin facial de Clarissa, à l'ombre. Helena a appuyé sur le jeu sur l'enregistreur. La pièce remplit instantanément de la propre voix de Dolores. Dès qu'elle aura 18 ans, ce sera le nôtre. Gardez-la malade un peu plus longtemps. Assurez-vous que personne ne lui parle. Le rire de Clarissa résonna ensuite, clair et froid. Si elle empire accidentellement, eh bien, c'est un risque. Nous sommes prêts à prendre l'accord de caquette de Mallory. L'approbation bâillait. Grondante de Richard. Le silence tomba comme un marteau. La tasse de café de Dolores glissa de ses doigts, se brise sur le sol en marbre. Vous ne pouvez pas utiliser cela. Richard aboya, son visage rigning. Il est illégal d'enregistrer les gens sans consentement. Helena arqua un sourcil. En fait, dans cet état, l'enregistrement des conversations à l'intérieur d'une résidence partagée ne nécessite pas le consentement de toutes les parties si une partie est présente ou consciente. Monsieur Turner vit ici, n'est-ce pas? Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai souri légèrement. Je fais. Clarissa fit un pas en avant, les mains tendues. Gavin, écoute, tout cela est un malentendu. Nous parlions juste. Ce n'était pas vraiment sérieux. J'ai dit en inclinant la tête parce que ça semblait sérieux. Helena n'était pas terminée. Elle a sorti les dossiers médicaux de Forge. Les prochains états financiers montrant l'argent siphonné de Sophie Estrest dans les comptes personnels. Liste des achats non autorisés, les factures d'hôpital pour le traitement que Sophie n'a jamais reçu. Cela suffit pour porter des accusations de fraude, de maltraitance des personnes âgées pour commettre une exploitation financière. Helena a déclaré crisply. Les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre ont déjà été informés. Ils arriveront sous peu. Dolores se précipita soudainement en avant, son visage se tordit de désespoir. Nous pouvons conclure un accord. Helena recula. Cooley, tu as eu ta chance. Richard a essayé le fanfaron. Mallory a essayé de pleurer. Clarissa a essayé la séduction, sa voix tombant dans le ton souple de plaidoirie qu'elle utilisait sur moi quand elle voulait quelque chose. Rien de tout cela n'a fonctionné. Ils étaient piégés, ils le savaient. Je les regardais se produire, l'horreur lente en se rendant compte que l'empire qu'ils construisaient n'était pas seulement de craquer, il s'effondrait. La sonnette retentit, à nouveau. Cette fois, c'était la police. Helena s'est déplacée en douceur vers eux en présentant les dossiers de preuve, comme une remise générale sur les trophées de guerre. Les policiers ont déménagé rapidement, efficacement. Des déclarations ont été prises, des droits ont été lus. Richard a été le premier à être menotté, son visage violet de rage. Dolores a crié au sujet du traitement injustifié et des poursuites, mais les policiers l'ont ignoré. Mallory sanglota dans ses mains manucurées Clarissa. Clarissa me regarda simplement l'incrédulité, la déformant une fois un beau visage. J'ai rencontré son regard, uniformément, ne ressentant que la liberté de justice propre et nette a finalement servi comme ils étaient. Laissez sortir un par un. Sophie est venue au sommet des escaliers, son petit cadre illuminé par la froide lumière du matin. Elle les regarda, pas avec peur, pas même avec haine, avec pitié. Parce que, malgré tout, elle était toujours meilleure qu'eux. Et maintenant, enfin, elle était libre, tout comme moi. La poussière ne s'est pas réglée immédiatement. Le lendemain de Clarissa, Dolores, Richard et Mallory ont été conduits hors de la maison en menottes. La maison elle-même était différente, plus légère en quelque sorte, même si les fantômes de leur cruauté persistaient encore dans les coins. Sophie est restée enroulée dans sa chambre la plupart de ce premier jour, épuisée, stupéfaite par le poids de tout cela. Je l'ai laissée avoir son espace. Elle s'était battue plus fort et plus courageuse que quiconque n'aurait jamais dû le faire à son âge. Elle méritait un monde de paix maintenant, pas plus de demandes, pas plus de peur. Pendant qu'elle dormait, j'ai commencé à démanteler la vie que Clarissa et sa famille avaient construite autour de moi, pièce par morceau. Tout d'abord, j'ai appelé mon avocat, M. Conrad Wells, un homme avec une colonne vertébrale en acier et une réputation de déchirer les mariages frauduleux avec une précision chirurgicale. Conrad n'a pas perdu de temps.
Il a rédigé les documents de divorce le même après-midi, citant la fraude, la violence émotionnelle, le complot financier et la mise en danger. Il s'est assuré d'attacher des copies des preuves que Elena avait obtenues. Il a déposé les documents en vertu des dispositions d'urgence garantissant que Clarissa n'aurait pas le temps de cacher ou de liquider des actifs. Le message était clair. Je ne demandais pas la liberté, je le prenais. Alors que Conrad a travaillé sa magie, Elena a aidé à organiser les soins de Sophie. Le tribunal a nommé un gardien indépendant, pas une famille, aucun lien lié au désordre de Turner du Turner, une femme nommée Karen Whitley, une avocate qui a une réputation d'être farouchement protectrice de ses jeunes clients. Karen a rencontré Sophie 2 jours après les arrestations. Elle s'assit à côté d'elle, ne la dominant pas et lui a parlé à elle. Les épaules de Sophie se détendaient légèrement pour la première fois depuis des semaines et je savais que nous avions fait le bon choix. Sophie ne serait plus seule, pas avant son 18e anniversaire, plus jamais, si je pouvais l'aider. Pendant ce temps, Clarissa a essayé de me joindre à partir de sa cellule de tenue à travers des messages vocaux striés en larmes, à travers des courriels envoyés à partir de comptes de brûleurs, par le biais d'amis qui pensaient encore en quelque sorte que je pouvais être convaincu de comprendre ou de pardonner. J'ai ignoré chaque message. Conrad m'a conseillé de changer mon numéro, mais je l'ai gardé la même chose, délibérément, afin que je puisse recueillir chaque tentative qu'elle a faite pour me joindre comme preuve supplémentaire de harcèlement si nécessaire. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. Le silence était plus fort que tous les mots que j'aurais pu lui lancer. En 2 semaines, les audiences préliminaires ont commencé. Dolores a tenté de prétendre qu'elle avait été induite en erreur par Richard et Mallory. Richard a essayé de blâmer Dolores et Clarissa. Mallory a sangloté d'être manipulée par tout le monde. Clarissa, Dieu. Clarissa a essayé de se peindre comme la tragique épouse piégée dans une famille toxique, une victime elle-même. Le juge ne l'achetait pas après avoir écouté leur conversation enregistrée, et non après avoir examiné le vol financier et les accidents prévus dont ils avaient chuchoté. Quand ils pensaient que personne ne pouvait entendre. Les procès criminels étaient prévus pour l'automne. L'avocat de Clarissa a tenté de négocier avec Conrad, offrant un divorce calme et sans faute en échange d'un règlement gracieux. Conrad rit sur leur visage. Je suis reparti avec tous les péchés que j'ai gagnés après le mariage intact, chaque promotion, chaque investissement. La maison l'a vendue. Clarissa n'avait aucune réclamation, grâce au prénat étanche. Je ne me souvenais même pas d'un document que j'avais signé sur son insistance avant de nous marier, quand elle pensait qu'elle se protégeait. L'ironie avait un sens de l'humour cruel et parfait. J'ai utilisé une partie du produit de la vente de maison pour acheter une petite place au bord du lac, une modeste cabine de 2 chambres avec des sols grinçants, de larges fenêtres et une vue sur l'eau. Donc, il ressemblait à une peinture. Pas de sol en marbre, pas de meubles de créateur froid, pas de couloir rempli de désapprobation silencieuse, juste de la paix. J'ai passé mes journées à le réparer, poniller les vieux rails de Porsche, repeindre les murs du salon dans des couleurs douces et chaudes, en installant un petit studio dans la salle de rechange où je pouvais enfin dépoussiérer mes guitares. La musique est revenue à ma vie comme un vieil ami, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, non pas parce que cela m'a valu des points, mais parce que cela m'a fait me sentir à nouveau vivant. Sophie a visité souvent, Karen l'a amenée le week-end et elle s'asseyait sur le porche arrière avec moi, ses pieds se balançant sur le bord, son rire devenant plus fort à chaque fois qu'elle visitait. Elle guérissait. Nous étions tous les deux. Il y a eu encore des jours difficiles, des jours où les souvenirs m'ont grimpé, quand je me demandais comment je m'étais laissé se tordre en quelque chose d'aussi petit pendant si longtemps. Mais le plus souvent maintenant, il y avait de bons jours, des jours clairs, des jours honnêtes, des jours où je me souvenais que l'amour n'était pas censé se sentir comme un sacrifice sans fin. Il était censé avoir envie de construire quelque chose ensemble, de ne pas se saigner à sec pour des gens qui ne vous voyaient que comme un moyen de réconfort. Un soir alors que le soleil coulait bas au-dessus du lac, Sophie s'assit à côté de moi en esquissant dans un cahier battu qu'elle avait apporté de sa famille d'accueil. « Vous pensez jamais à revenir ?» a-t-elle demandé doucement, ne levant pas les yeux de son dessin. « De retour, ai-je demandé. Ah oui, j'ai secoué la tête. Immédiatement. Non, dis-je simplement. Certaines portes ne sont pas censées être rouvertes. Elle hocha la tête pensivement, se retournant vers une nouvelle page. Je l'ai regardée pendant un long moment, cette fille forte et têtue qui m'avait fait confiance quand elle avait toutes les raisons de ne pas le faire, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de vengeance, pas de l'amertume, juste de la paix, du genre pour lequel vous vous battez, du genre que vous gagnez.
Et alors que la dernière lumière disparaissait au-delà du bord de l'eau, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas simplement survécu à Clarissa et à sa famille, je me suis récupéré et je ne l'abandonnerai plus jamais. C'est arrivé un mercredi après-midi ordinaire. J'étais assis sur le porche en train de régler une vieille guitare que j'avais trouvée dans une boutique d'occasion en ville. Le soleil était chaud contre mon visage, la brise du lac portant la faible odeur de pin et d'eau douce pour la première fois depuis longtemps. Je ne pensais pas au passé. Je n'étais pas hanté par ce que Clarissa ou Dolores ou Richard avaient fait. Je ne rejouais pas les anciens arguments ou les promesses rompues. Je vivais simplement. Puis le coup est venu. C'était doux au début, presque timide. Pendant une seconde, je pensais que c'était une livraison, un voisin peut-être avoir besoin d'une faveur. Je pose la guitare et je me dirigeais vers la porte, essuyant mes mains sur mes chaînes. Au moment où je l'ouvris, le passé est revenu en arrière. Clarissa se tenait là et derrière elle, un pas en arrière, était Dolores. Il ne ressemblait en rien aux personnages polis et intouchables qui ont jadis flotté à travers les grands foyers et les clubs country exclusifs. Les cheveux de Clarissa étaient mous, son maquillage taché, comme s'il s'appliquait à la hâte et encore plus oublié à la hâte. Dolores ne portait pas de perles aujourd'hui, pas d'écharpe en soie, juste un cardigan fané, son visage bordé de plus de personnes âgées. Maintenant, c'était de la honte et du désespoir et quelque chose d'autre que je n'avais vu sur aucun avant. Clarissa cligna des yeux rapidement, comme si elle ne savait pas si elle me voyait vraiment debout et calme dans la porte d'une vie qu'il ne contrôlait plus. « Gavin, souffla-t-elle, sa voix craquant. « S'il vous plaît, pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Je laisse le silence s'étirer, lourd et inconfortable. Dolores a été le premier à se casser la bouche, se retirant dans une grimace serrée. « Nous avons commis des erreurs, a-t-elle dit, comme si la mauvaise qualité des millions, la drogue d'un enfant et le complot pour commettre une fraude étaient de petites erreurs de jugement. Nous le savons, mais nous sommes la famille, Gavin, nous pouvons résoudre ce problème. » J'ai presque ri. Famille. Les mots semblaient si étrangers venant d'elle que pendant une seconde, je me demandais si elle se souvenait même de ce que cela signifiait. Clarissa s'avança, ses mains se tordant nerveusement. « Tout est parti, dit-elle, sa voix, un murmure creux. L'argent, la maison, les affaires de Richard, tout s'est effondré. Les gens ne prennent même plus nos appels. » Je me suis penché contre le cadre de la porte, en croisant les bras, en les laissant dire chaque mot pathétique qu'ils pensaient pourrait me déplacer. Les yeux de Clarissa remplis de larmes, de vraies cette fois, peut-être. Ou peut-être juste une autre performance, cela n'avait plus d'importance. J'ai perdu mon emploi, elle a dit que sa lèvre tremblait. Mes amis, tout ce que moi. Je ne savais pas ce que je faisais. J'avais peur. Je les laisse aussi me contrôler. Dolores coupait en forage, impatient. Maintenant, vous pourriez nous aider, Gavin, si vous le vouliez. Vous avez des ressources, des connexions, une réputation propre. Les gens vous respectent toujours. Clarissa a fait un rire désespéré et humide. Nous avons juste besoin d'une deuxième chance, s'il vous plaît. Pendant un instant, un ruban du vieux moi remua, l'homme qui se serait penché en arrière pour ces gens, qui auraient avalé chaque once de dignité juste pour se sentir accepté, apprécié. Mais cet homme était parti. Il avait été enterré aux côtés de mes rêves brisés. Le jour où ils m'ont abandonné sans une seconde pensée, j'ai regardé Clarissa, je l'ai vraiment regardée, et je l'ai vue pour ce qu'elle était. Pas un cerveau cruel, pas une victime impuissante, juste une femme qui a fait un choix. Encore et encore, elle a choisi elle-même, son réconfort, son image, sa cupidité. Et maintenant que les conséquences étaient venues, elle voulait que je paie la facture. J'ai poussé la porte un peu plus large, pas pour les laisser entrer, mais pour m'assurer qu'ils ont vu ce qui était derrière moi. Le lac étincelant sous le soleil de l'après-midi, la petite vie honnête que j'avais reconstruite avec mes deux mains, la liberté qui ne pourrait jamais leur appartenir. Je te souhaite bonne chance, j'ai dit ma voix, calme, stable, inébranlable. Mais vous n'êtes pas les bienvenus ici. Clarissa tressaillit, comme si je l'avais frappée. Dolores se raidit le visage, se reportant dans ce masque familier de dédain, celui qu'elle utilisait chaque fois qu'elle ne pouvait pas se faire. Vous faites une erreur, siffla-t-elle. J'ai souri pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Ce n'était pas amer, c'était pur non, dis-je. J'ai fait une erreur une fois que je vous ai laissé entrer dans ma vie. Je ne le referai plus. Clarissa a tendu la main. Une dernière prise pathétique pour le passé, Gavin. Je me suis reculé et j'ai fermé la porte sur leur visage,
pas avec colère, pas avec la haine, avec la paix. Je me tenais là un instant, écoutant alors que leurs voix étouffées s'évanouissaient sur les marches du porche. Je ne les ai pas regardés partir. Je n'en avais pas besoin. Je les avais déjà laissés il y a longtemps. Quand je me suis retourné vers le salon, Sophie se tenait là un verre de limonade à la main. Sa tête inclinait légèrement en question silencieuse. « Ils sont partis », dis-je simplement. Elle sourit un vrai sourire non incurpeux et m'a tendu le deuxième vers qu'elle tenait. Nous sommes sortis sur le porche ensemble, s'installant dans les vieilles chaises à bascule que j'avais fixées moi-même. Le soleil était maintenant plus bas, jetant de longues poutres dorées à travers l'eau. « Ça va ?» a demandé Sophie. J'ai pris une gorgée lente de limonade, laissant le moment s'étirer et m'installer en moi. Mieux que d'accord, dis-je, je suis libre, et j'étais libre de leur chaîne, libre de la vie creuse que j'avais construite en essayant de plaire à des gens qui ne m'ont jamais aimé. J'ai eu ma vie, et cette fois, c'était à moi seul pour vivre. Le lac s'étendait devant nous, sans fin et calme. L'avenir était grand ouvert et, pour la première fois depuis des années, j'étais prêt à y entrer sans crainte, sans regret, prêt à construire quelque chose de réel, quelque chose de mien et rien. Rien ne me reprendrait à nouveau.